Bonjour à tous, je m'appelle Claire. Avant de vous raconter l'histoire de comment j'ai trompé mon mari, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Quand j'ai rencontré Paul pour la première fois à la foire agricole, j'ai eu l'impression d'être entrée directement dans un rêve. La vie trépidante de la ville m'avait toujours laissé désirer quelque chose de plus. Un endroit où l'air était plus pur, les gens plus aimables, et les journées plus tranquilles. Paul incarnait tout cela et bien plus encore. Grand, avec des épaules larges et un sourire doux, il semblait représenter tout ce qui me manquait. Nous avons parlé pendant des heures ce jour-là, déambulant dans la foire, partageant des histoires sur nos vies. Il parlait de sa ferme avec tant de passion, décrivant les collines ondulantes, les champs de blé ondulant au vent et la sérénité que seule la campagne pouvait offrir. J'étais captivée. À la fin de la foire, nous avions échangé nos numéros de téléphone et peu de temps après, nous étions inséparables. Notre relation a évolué rapidement. En 6 mois, nous étions mariés et j'avais quitté mon appartement en ville pour une charmante maison de campagne nichée au cœur des terres agricoles. La transition n'a pas été facile, il y avait des moments de doute et de peur, mais j'étais déterminée à faire en sorte que cela fonctionne. Le père de Paul, Antoine, vivait également à la ferme. Un homme discret et réservé, il était veuf depuis de nombreuses années et la ferme était toute sa vie. Il m'a accueilli chaleureusement, me montrant les environs, m'apprenant les tenants et aboutissants de la vie à la ferme. Au début, tout était parfait. Les journées étaient longues mais satisfaisantes et je ressentais un sentiment d'accomplissement que je n'avais jamais connu en ville. Paul et moi travaillions côte à côte et le soir, nous nous asseyions sur le porche, regardant les étoiles et parlant de notre avenir. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Paul avait toujours été un travailleur acharné. Mais maintenant, sa dévotion à la ferme semblait le consommer. Il se levait avant l'aube et rentrait rarement avant la tombée de la nuit. Quand il rentrait, il était souvent trop épuisé pour parler, encore moins pour passer du temps ensemble. Les soirées sur le porche sont devenues de plus en plus rares, et nos conversations, autrefois remplies de rêves et de rires, se sont transformées en brefs échanges sur le travail à la ferme et les factures. J'essayais de comprendre. Je me disais que c'était simplement la réalité de la vie à la ferme, que Paul faisait tout ce qu'il pouvait pour subvenir à nos besoins. Mais la solitude a commencé à s'insinuer, d'abord lentement, puis avec une intensité croissante. La connexion que nous avions autrefois me manquait, ce sentiment que nous étions ensemble dans cette aventure. Le confort de son contact, la chaleur de sa présence me manquait. Antoine, en revanche, était toujours là. Il n'était pas aussi imposant physiquement que Paul, mais il avait une force tranquille, une stabilité que je trouvais réconfortante. Il remarquait la tension entre Paul et moi, bien qu'il ne dise jamais rien directement. Au lieu de cela, il offrait de petits gestes de gentillesse, m'invitant à le rejoindre pour une promenade autour de la ferme, m'aidant avec les tâches ménagères, ou simplement s'asseyant avec moi sur le porche quand Paul était trop occupé. C'est lors d'une de ces soirées que j'ai ressenti la première étincelle de quelque chose de plus. Nous étions assis en silence, regardant le soleil se coucher sur les champs, quand Antoine s'est tourné vers moi et m'a dit « Tu sais, Claire, tu fais du bon travail ici. Cette vie n'est pas facile, mais tu t'en sors, mieux que quiconque aurait pu l'espérer. » Ces paroles m'ont prise au dépourvu. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre cela, à quel point j'avais soif de validation, surtout de la part de quelqu'un qui avait vécu cette vie toute sa vie. J'ai souri, le remerciant, mais à l'intérieur, quelque chose a changé. C'était un petit moment, insignifiant pour quiconque d'autre, mais pour moi, c'était le début de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait comprendre, ni contrôler. Les jours sont devenus des semaines, et ma solitude s'est intensifiée. Paul était plus distant que jamais, et bien que j'ai essayé de combler l'écart, j'avais l'impression que nous vivions dans des mondes différents. Antoine, en revanche, était toujours là, une présence constante, une source de réconfort. Nos conversations sont devenues plus longues, nos promenades plus fréquentes. Nous parlions de tout, de sa défunte épouse, des défis de la gestion de la ferme et de ma vie avant de venir ici. Un soir, après une autre longue journée de travail en solitaire, je me suis retrouvée dans la grange avec Antoine, à passer en revue les tâches du jour. Il était tard, et la seule lumière provenait d'une ampoule suspendue au chevron, projetant de longues ombres sur le
seul, jonché de foin. Nous étions debout, trop près l'un de l'autre, quand je l'ai senti. Sa main effleurait la mienne, s'attardant juste un moment de trop. J'aurais dû m'éloigner. J'aurais dû rire, trouver une excuse, quelque chose, n'importe quoi. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai laissé faire. Ce petit geste innocent a éveillé quelque chose en moi que j'avais essayé de réprimer depuis des semaines. J'ai levé les yeux vers Antoine, et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui reflétait ce que je ressentais. La solitude, le désir, et un besoin désespéré de se sentir connecté à quelqu'un. Notre liaison n'a pas commencé par un baiser passionné ou une déclaration dramatique d'amour interdit. Elle a commencé par des gestes subtils, des regards volés et des conversations tranquilles qui ont progressivement franchi la ligne de l'innocence à quelque chose de bien plus profond. Ce n'était pas prévu. Cela s'est simplement produit. Au début, c'était facile à justifier. Paul n'était jamais là et je me sentais seule. Antoine était gentil, attentionné, et il me comprenait d'une manière que Paul ne comprenait plus. Mais à mesure que notre relation se renforçait, ma culpabilité aussi. Je savais que ce que nous faisions était mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je me disais que cela ne faisait de mal à personne, que Paul était trop occupé pour s'en apercevoir, et que peut-être, juste peut-être, c'était la seule façon de surmonter la solitude. Puis, une nuit, alors qu'Antoine et moi étions assis sur le porche, la réalité de ce que nous faisions m'a frappé comme une tonne de briques. Nous venions de rentrer d'une longue promenade et l'air était lourd de l'odeur de la pluie. Tandis que nous restions en silence, j'ai réalisé à quel point nous étions allés loin, combien j'avais trahi l'homme à qui j'avais juré amour et fidélité. Je me suis tournée vers Antoine, le cœur battant, et j'ai murmuré « Qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il a regardé les champs, son visage marqué par la même culpabilité et confusion que je ressentais. Enfin, il a soupiré. « Je ne sais pas, Claire. Je ne sais pas. » Mais même en reconnaissant que c'était mal, nous ne pouvions pas nous arrêter. La liaison a continué, cachée dans les ombres de la ferme, enfouie sous des couches de culpabilité et de secret. Je savais que cela ne pouvait pas durer, qu'éventuellement tout s'effondrerait. Mais j'étais trop profondément impliquée pour faire marche arrière. Mon histoire n'est pas encore terminée, alors s'il vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne. Merci, revenons à l'histoire. Les journées d'été s'étiraient, longues et chaudes, l'air chargé de tensions que je ne pouvais plus ignorer. Paul avait remarqué le changement entre Antoine et moi. Comment aurait-il pu ne pas le faire? Nous étions plus prudents que jamais, mais il y avait des moments où nous laissions notre garde baissée, quand un geste durait trop longtemps, ou qu'un regard en disait trop. Les soupçons de Paul grandissaient, même s'il ne nous confrontait jamais directement. Au lieu de cela, il se retirait encore plus, se jetant dans le travail de la ferme avec une intensité proche de l'obsession. Je pouvais voir la tension sur son visage, les cernes sous ses yeux, la façon dont il nous parlait à peine. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Paul a fini par craquer. Nous étions assis à table. Le silence entre nous était lourd et oppressant. Il n'avait pas touché à son repas, et moi non plus. Je pouvais sentir le poids de ce qui n'était pas dit entre nous peser sur ma poitrine, rendant ma respiration difficile. Soudain, Paul a levé les yeux vers moi, ses yeux durs et indéchiffrables. « Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire, Claire ?» demanda-t-il, sa voix basse et tendue. Mon cœur s'est arrêté. Je savais ce qu'il demandait, et je savais que c'était le moment de vérité. Je pouvais mentir, tout nier, et continuer à vivre dans ce cycle douloureux et destructeur. Ou je pouvais lui dire la vérité et affronter les conséquences. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais les mots ne sont pas sortis. Je pouvais sentir les larmes monter, la culpabilité et la honte menaçant de m'accabler. Le regard de Paul ne vacillait pas, et à ce moment-là, j'ai su qu'il connaissait déjà la vérité. Il voulait juste l'entendre de ma bouche. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Antoine est entré dans la pièce, son visage pâle et tendu. Il nous a regardés, Paul et moi, puis a regardé Paul à nouveau. Le silence était assourdissant, et en un instant, tout s'est effondré. Paul s'est levé,
sa chaise raclant bruyamment le sol. « Depuis combien de temps ?» a-t-il exigé, sa voix tremblant de colère à peine contenue. « Depuis combien de temps ça dure ?» Je ne pouvais pas répondre. J'étais trop honteuse, trop horrifiée par la réalité de ce que j'avais fait. Antoine a fait un pas en avant, les mains levées en signe de paix. « Paul, écoute. » Mais Paul n'écoutait pas. Il s'est tourné vers son père, les yeux flamboyants de fureur comme je ne l'avais jamais vu auparavant. « Comment as-tu pu me faire ça? À nous ?» Antoine a essayé de s'expliquer, mais Paul l'a coupé, sa voix montant d'un cran. « Je vous faisais confiance. Je vous faisais confiance à tous les deux, et c'est comme ça que vous me remerciez ?» La scène qui a suivi est un flou de cris, d'accusations et de larmes. Paul était blessé, trahi, et rien de ce que moi ou Antoine ne disions ne pouvait changer cela. Le lien entre père et fils était brisé, et je savais que j'en étais la cause. À la fin, Paul a quitté la maison en furie, laissant Antoine et moi debout au milieu des débris de nos vies. Je l'ai regardé partir, le cœur brisé en 1000 morceaux. J'ai voulu courir après lui demander pardon, mais je savais qu'il était trop tard. Le mal était fait, et il n'y avait pas de retour en arrière. Cette nuit-là, alors que je me couchais seule, j'ai réalisé toute l'étendue de ce que j'avais perdu. Mon mariage, ma maison, la vie dont j'avais rêvé, tout était parti. Et tout cela à cause d'un choix que j'avais fait. Un choix que je ne pourrais jamais défaire. Les jours suivant le départ de Paul ont été un tourbillon de douleur et de regrets. La maison de campagne, autrefois un lieu de chaleur et de promesses, était devenue une prison, ses murs se refermant sur moi à chaque instant qui passait. Antoine et moi avons essayé de continuer comme si de rien n'était, mais le poids de notre culpabilité planait sur nous comme un nuage sombre, étouffant tout espoir de trouver la paix. Je passais la plupart de mes journées dans les champs, faisant tout pour occuper mon esprit. Mais peu importe combien je travaillais, les souvenirs de ce que j'avais fait me hantaient, se rejouant encore et encore dans ma tête. Le regard sur le visage de Paul quand il nous a confrontés, la colère, la douleur, la trahison, c'était trop à supporter. Antoine a essayé de me parler, de me rassurer en disant que les choses finiraient par s'arranger, mais je ne pouvais pas l'écouter. J'étais trop consumée par ma propre culpabilité, trop consciente de la destruction que j'avais causée. Je savais que je ne pouvais plus rester à la ferme. C'était un rappel constant de tout ce que j'avais perdu. Un matin, après une autre nuit sans sommeil, j'ai pris une décision. J'ai emballé un petit sac avec l'essentiel et j'ai quitté la maison sans un mot. Je ne savais pas où j'allais, seulement que j'avais besoin de partir, d'échapper à la douleur et aux souvenirs qui me rendaient lentement folle. J'ai passé les mois suivants à voyager sans but, déménageant d'une ville à l'autre, sans jamais rester trop longtemps au même endroit. Je cherchais quelque chose, bien que je ne sois pas sûre de quoi. Peut-être la rédemption, ou peut-être juste un moyen d'engourdir la douleur. Mais peu importe où j'allais, la culpabilité me suivait, une ombre constante dont je ne pouvais me débarrasser. C'est pendant cette période que j'ai commencé à écrire. Au début, c'était juste une façon de passer le temps, de me distraire de la tristesse accablante qui semblait tout consommer. Mais à mesure que les mots coulaient sur la page, j'ai découvert que l'écriture devenait une forme de thérapie, un moyen de traiter les émotions dont j'avais essayé de fuir. J'ai écrit sur ma vie, mes choix, et les conséquences de ces choix. J'ai écrit sur la douleur que j'avais causée, les vies que j'avais ruinées, et le profond sentiment de regret qui était devenu mon compagnon constant. Et en écrivant, j'ai commencé à voir mon histoire pour ce qu'elle était vraiment. Une histoire d'avertissement, un rappel du pouvoir destructeur de l'infidélité et de l'importance de l'honnêteté et de la communication dans une relation. Finalement, mes voyages m'ont ramené dans ma ville natale, l'endroit où tout avait commencé. J'étais partie il y a tant d'années, pleine de rêves et d'espoir pour l'avenir. Maintenant, je revenais, brisée et perdue, incertaine de ce que l'avenir me réservait. La familiarité de la ville était à la fois réconfortante et troublante. Partout où je regardais, je voyais des fantômes de mon passé, des lieux où j'avais ri, pleuré et fait des promesses que je ne pouvais plus tenir. Mais malgré la douleur, il y avait aussi un sentiment d'appartenance,
une sensation que peut-être, juste peut-être, c'était là que je devais être. J'ai loué un petit appartement à la périphérie de la ville, un endroit modeste qui était bien loin de la maison de campagne que j'avais autrefois appelée maison. C'était calme, sans prétention, et exactement ce dont j'avais besoin. Je passais mes journées à écrire, versant mon cœur et mon âme sur chaque page, et peu à peu, j'ai commencé à guérir. Au fil des mois, j'ai recommencé à renouer avec de vieux amis, des personnes que j'avais perdues de vue au fil des années. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et bien que je sois réticente à partager toute l'étendue de mon histoire, leur gentillesse et leur soutien m'ont aidé à commencer à me pardonner. Un jour, alors que je me promenais sur la place de la ville, je suis passée devant une petite librairie avec une affiche dans la vitrine. Lecture et dédicace par un auteur local. Curieuse, je suis entrée, et là, assise à une table entourée de piles de son dernier roman, se trouvait une femme que je reconnaissais de mes années d'école. Elle était devenue une auteure à succès, connue pour l'honnêteté brute et la profondeur émotionnelle de ses livres. Je me suis approchée d'elle, et nous avons commencé à discuter. En parlant de l'écriture, elle a mentionné qu'elle avait commencé son propre voyage comme un moyen de traiter la douleur d'une relation ratée. Ces mots ont résonné en moi, et avant que je ne m'en rende compte, je lui racontais l'histoire sur laquelle je travaillais. À ma grande surprise, elle était intriguée. Elle m'a encouragée à continuer à écrire, à envisager de publier mon histoire, non seulement comme une forme de guérison personnelle, mais aussi comme un moyen d'aider d'autres personnes qui pourraient traverser une situation similaire. Son encouragement était le coup de pouce dont j'avais besoin et cette nuit-là, j'ai pris la décision de terminer mon livre. Le processus de finition de mon livre a été à la fois cathartique et terrifiant. J'ai mis tout ce que j'avais dans ces derniers chapitres, revivant les moments les plus douloureux de ma vie dans les moindres détails. Mais en écrivant, j'ai ressenti un sentiment de fermeture, la sensation que je parvenais enfin à accepter mon passé. Quand le manuscrit a été achevé, je l'ai envoyé à quelques éditeurs, sans vraiment m'attendre à grand-chose. Mais à ma grande surprise, l'un d'entre eux était intéressé. Ils ont vu du potentiel dans mon histoire, et après quelques rondes de révision, elle était prête à être publiée. Le livre a été publié sous le titre « Regrets silencieux », et à ma grande surprise, il a résonné avec les lecteurs. Des gens de tous horizons m'ont contacté, partageant leurs propres histoires de trahison, de perte et de rédemption. Certains avaient eux-mêmes vécu l'infidélité, d'autres l'avaient subie, mais tous ont trouvé quelque chose dans mon histoire qui les touchait. Le succès du livre a ouvert des portes que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai été invitée à parler lors d'événements, à participer à des séances de dédicaces et à des interviews. Mais l'opportunité la plus significative est venue lorsque l'on m'a demandé d'animer un atelier sur l'écriture thérapeutique. L'idée était d'aider les autres à utiliser l'écriture comme un moyen de traiter leurs émotions, tout comme je l'avais fait. Le premier atelier était petit, juste une poignée de personnes réunies dans une salle confortable du centre communautaire local. Mais en écoutant leurs histoires, leurs peines et leurs espoirs, j'ai réalisé à quel point ce processus pouvait être puissant. L'écriture m'avait sauvée, et maintenant, j'avais l'occasion d'aider les autres à trouver leur propre chemin vers la guérison. À travers les ateliers, j'ai commencé à renouer avec Paul et Antoine, bien que de manière limitée. Paul avait tourné la page, trouvant du réconfort dans le travail qui avait autrefois créé une distance entre nous. Il avait rencontré quelqu'un de nouveau, une femme gentille qui semblait faire ressortir le meilleur en lui. J'étais heureuse pour lui, même si cela faisait mal de le voir avec quelqu'un d'autre. Quant à Antoine, notre relation restait tendue. Le lien entre père et fils avait été irrévocablement endommagé. Et bien que nous ayons essayé de le réparer, les blessures étaient trop profondes. Nous parlions de temps en temps, mais il était clair que le passé ne pourrait jamais être complètement oublié. Malgré la douleur persistante, j'ai trouvé la paix en sachant que j'avais pris la responsabilité de mes actions et que je faisais tout ce que je pouvais pour réparer mes torts. Les ateliers sont devenus ma passion, une façon de rendre service, d'aider les autres à éviter les erreurs que j'avais commises. Et en les aidant, j'ai continué à guérir. Au fil du temps, j'ai commencé à voir mon histoire sous un nouveau jour. Ce n'était plus seulement une histoire de trahison et de perte,
mais un voyage de croissance, d'apprentissage de mes erreurs et de recherche d'un moyen d'aller de l'avant. La vie, j'ai réalisé, est un voyage continu, rempli de hauts et de bas, mais offrant toujours des opportunités de rédemption et de nouveaux départs. Un après-midi, alors que je me préparais pour un autre atelier, j'ai reçu une lettre par la poste. Elle venait de Paul. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, ne sachant pas à quoi m'attendre. À l'intérieur, j'ai trouvé une simple note, écrite de sa main familière. « Claire, j'ai beaucoup réfléchi au passé, à tout ce qui s'est passé. Je veux que tu saches que je t'ai pardonné. La vie est trop courte pour s'accrocher à la colère et au regret. J'espère que tu as trouvé la paix et que tu es heureuse. Paul. » Des larmes ont rempli mes yeux en lisant ces mots. C'était la fermeture que je cherchais, la pièce finale du puzzle. Je savais que je pouvais maintenant vraiment passer à autre chose, libre de la culpabilité et de la honte qui m'avaient hantée pendant si longtemps. J'ai plié la lettre et je l'ai placée dans un tiroir, un rappel des leçons que j'avais apprises. En regardant autour de mon petit appartement, rempli des outils de ma nouvelle vie, livres, carnets, stylos et les histoires de ceux que j'avais aidés, j'ai ressenti une satisfaction que je n'avais pas connue depuis des années. J'avais bouclé la boucle, revenant à l'endroit où tout avait commencé, mais en tant que personne différente. J'étais plus forte, plus sage et plus compatissante, non seulement envers les autres, mais aussi envers moi-même. J'avais appris à pardonner, non seulement à Paul et Antoine, mais aussi à moi-même. Et alors que je m'asseyais pour écrire le prochain chapitre de ma vie, je savais que quels que soient dans les défis à venir, je les affronterais avec la même détermination et résilience qui m'avaient menée jusqu'ici. Parce qu'au final, la vie ne se résume pas aux erreurs que nous commettons, mais à la manière dont nous choisissons de les surmonter. Et bien que mon histoire ait eu son lot de douleurs et de regrets, c'était aussi une histoire d'espoir, de guérison et du pouvoir du pardon.